Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire mystique bien sûr. Tu envoies ta demande et puis on va te prendre ici en direct et tu vas raconter ton histoire. Ici on ne mentionne pas le nom des gens. On ne mentionne pas le nom des hôtels, des bars, des restaurants, des boîtes de nuit, etc. Ici l'on raconte uniquement les histoires et puis même si on veut utiliser des noms d'emprunt. Donc pas de nom, on code tout ici et puis on n'est pas grossier ici là. Si vous voulez parler de la partie intime, je vous dis partie intime point. Pas venir dire voilà. Bien voilà. Mais vu que mon histoire parle. Oui, si c'est toi-même, si c'est ton histoire toi-même là, oui, tu racontes, tu peux dire ton nom sans problème. Mais je vais par là dire ceux qui racontent les histoires en disant que pas Foku Dieu donné, Gaston il habite au quartier et tourne derrière le camp. Non. On ne veut pas avoir l'information voilà, exacte derrière que mon frère. Non. On n'est pas là-bas ici, c'est pas le tribunal. Mais quand c'est ton histoire, tu peux dire ok, moi quand j'étais petite, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y avait un monsieur, on va donner le nom de Paul par exemple. Le nom d'emprunt, c'est ce que je veux dire. Donc, DMTV. comment tu vas? Je vais bien et vous allez bien? Oui, très bien, merci. D'accord. En fait, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de raconter mon histoire parce que depuis que je l'ai vécu, je l'ai seulement raconté à mes parents et quelques amis proches qui étaient avec moi quand ça s'est passé. Wow. Mais le monde n'était pas au courant. L'histoire se passe en 2018. Il faut savoir que de base, moi je suis tchadienne. Du coup, quand j'ai eu le bac en 2017, mes parents m'ont envoyé étudier au Cameroun, précisément dans la ville de Ngaoundéré. Une fois là-bas, j'ai rencontré une autre fille tchadienne qu'on se connaît depuis le pays et tout. On est devenus super proches et on dormait les unes. Je dormais chez elle, elle venait également dormir dans ma cité et tout. Finalement, à un moment donné, elle commençait à ne pas se sentir bien et il paraîtrait qu'elle est partie s'inscrire dans une école de mannequinat, un truc comme ça, je sais plus. Donc, elle faisait les défilés de mode et tout. Maintenant, le jour de la fête de Ramadan de 2018, elle m'a demandé de venir dormir chez elle. On est parti vers 20h, on est parti manger et tout. On est revenu dormir à la maison. Et en pleine nuit, elle me dit, tu sais, tout ce qui va arriver demain là, dis seulement à mes parents que c'était mon choix et que je ne pouvais rien faire d'autre et que j'ai pris cette initiative comme ça. Je lui ai demandé, de quoi tu parles exactement parce que là, je ne te comprends pas. Elle m'a dit que je ne peux pas t'expliquer en profondeur, mais tout ce que tu peux dire, c'est que si mes parents posent des questions, dis à ma mère que je n'avais pas le choix. C'était soit elle, soit moi. Moi, je n'avais rien compris. On était étudiante. Elle était en deuxième année de droit. Moi, j'étais en première année de droit. En Ngaoundéré, on a dormi. La nuit, vers 2 heures du matin, je commençais à sentir la fraîcheur de Ngaoundéré. Du coup, j'ai pris l'initiative de nous mettre la couverture là sur nous. Et quand je mettais la couverture, je sentais qu'elle était toute fraîche. Genre, son corps était frais, glacial. Et j'ai essayé de la toucher et tout. Après, je suis partie allumer la lumière. J'ai vu qu'elle avait les yeux blancs avec la langue qui était sortie. Sa langue était dehors et ses yeux étaient tout blancs. Je ne savais pas ce qui s'est passé exactement. Et on habitait dans une cité qui appartenait à un Gabonais et tout. Du coup, je suis partie réveiller le bailleur de la cité en disant que ma copine avait les yeux blancs et sa langue était dehors. Il m'a dit qu'il faudrait qu'on l'amène à l'hôpital. Et du coup, il est venu. Et comme c'était la fête du Ramadan,
Tous les Tchadiens étaient au bar en train de boire. Il n'y avait personne. C'était seulement deux voisins camerounais et le bailleur de la cité qui était gabonais. Quand on est parti à l'hôpital de Dang, là, dans le marché, le gars de l'hôpital qui était là le jour-là, il nous a dit qu'elle était morte depuis 1 heure de temps. Et que quand je dormais à côté d'elle, qu'elle était déjà décédée en fait, et qu'elle n'était plus en vie. J'ai dit Tryphène. J'étais en première année, je ne savais, je connaissais personne en fait. Et la police est venue, ils ont fermé mon matricule, ils m'ont accusé de l'avoir tuée et tout. Et qu'ils vont faire une autopsie pour savoir de quoi elle était morte exactement. Du coup, on l'a amené à la mort. On l'a amené à la morgue en ville avec un taxi parce qu'entre temps, il n'y avait pas une ambulance qui pouvait prendre un corps de Dang pour amener en ville. Donc, on l'a fait assis sur mes pieds dans le taxi pour l'amener au corps à l'hôpital de Ngaoundéré, où ils ont fait l'autopsie et qu'ils ont découvert qu'elle n'avait plus de sang, même pas une goutte de sang dans le corps. Entre-temps, mon matricule était fermé et tout le monde pensait à Ngaoundéré, tout le monde pensait que c'était moi qui avais tué Tryphène. Je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas mes parents à côté. Même ma communauté m'a tourné le dos. Après, donc, le médecin a dit que c'était pas du poison ou encore l'étouffement ou tout ce qu'il disait là, qu'elle n'avait pas de sang et qu'ils n'ont jamais vu un tel cas. Comment une personne peut avoir 0 litre de sang dans son corps et vivre. Donc, les parents, l'inspecteur de la gendarmerie de Dang m'a donné mon téléphone, il m'a dit qu'il faut que j'essaye d'appeler les parents au Tchad et tout. Quand ma famille traversait une situation difficile, ma mère était la seule qui s'occupait de nous, elle ne pouvait pas partir en Ngaoundéré me chercher. J'ai appelé les parents de Tryphène. Ma copine décédée, j'ai appelé ses parents pour expliquer. Heureusement que son oncle, il m'avait cru. Ils sont venus pour chercher le corps. Et on a ramené le corps au Tchad. Sa maman passait tout le temps à m'insulter, en me disant que j'ai tué sa fille parce qu'elle était plus belle, plus intelligente que moi. Ma propre copine, ma soeur. Et quand sa famille venait chercher ses affaires en Ngaoundéré, ils ont découvert plein de trucs dans son téléphone où elle discutait avec la dame qui l'a prise comme mannequin, que pour qu'elle devienne célèbre ou riche, je ne sais pas, qu'elle doit donner sa maman. Elle est orpheline de père. Elle a répondu à la dame que moi je ne peux pas donner ma maman, j'ai déjà plus de papa. La dame l'a dit, tu as 24 heures, soit tu donnes ta maman, soit c'est toi qui meurs. Ils ont essayé de contacter la dame de l'agence de mannequins. On l'a cherché partout dans la ville de Ngaoundéré, on ne l'a pas vue. Et il paraît que cette agence n'a jamais existé, qu'il n'y a pas une agence de mannequinat en Ngaoundéré qui fait dans les choses comme ça, que la seule agence de mannequinat c'est à Maraba, en ville à Maraba, et qu'ils n'ont plus jamais une personne qui s'appelait, je préfère pas prononcer le nom, que cette dame n'était pas de Ngaoundéré, qu'elle était de Kribi et qu'elle venait en Ngaoundéré pour recruter les filles dans sa secte et tout. J'ai passé une année vraiment horrible. À chaque fois que j'essaie de fermer les yeux, ma copine était tout le temps là, tout le temps. Elle me disait qu'elle peut pas, qu'elle a tué un petit garçon, qu'elle était entrée, qu'elle avait tué un petit garçon et qu'elle avait jeté son corps pour la dame.
ça n'a pas suffi. Après, Essaie de respirer un peu et d'abord. que c'est comme ça Essaie que de la respirer un peu décision s'est d'abord. pour... Ça c'est encore quelle histoire ça? Du courage. Désolée. Que, en fait, la femme qui avait l'agence de mannequinat là, qu'elle n'est ni étudiante, qu'elle n'est ni une personne qui habite en Gaoundéré, mais que c'est une femme qui habite à Kribi et qui vient en Gaoundéré chaque année pour recruter des étudiants qui sont un peu naïfs pour les mettre dans sa secte. Et comme ma copine, elle était orpheline de père, et comme nos parents, c'était un peu difficile avec nos parents tous les deux et tout, elle avait proposé que si tu me ramenais des corps, des trucs, je sais pas franchement ce qui se passe. Mais avec les visions que je voyais de ma copine et tout, et avec une histoire d'un petit garçon qui avait disparu en 2018, le 25 décembre, j'ai cru à ce qu'elle m'a dit parce que le 25 décembre, quand moi je rentrais fêter au pays, elle était restée en Gaoundéré. Et après, on a vu, ils ont fait des publications dans Info qu'il y avait un garçon de 5 ans qui avait disparu et qu'ils ont retrouvé son corps, mais ils n'ont pas retrouvé la tête. Et me dire que ma copine faisait partie des gens qui ont enlevé ces garçons et l'ont fait du mal, je sais franchement pas quoi faire. Depuis 2018, je n'ai plus jamais dormi seule. Aujourd'hui, j'ai 24 ans. Je dors toujours avec ma maman parce que j'arrive pas à dormir seule. Elle me dit qu'elle n'est pas en paix, que l'enfant la laisse pas en paix, elle est déjà morte, mais même morte, elle n'arrive pas à avoir la paix. Que le petit garçon est toujours là, en train de la faire du mal. Que je suis la seule personne qui peut l'aider, des trucs comme ça. Mais moi, je peux rien faire. Je vous jure que je peux rien faire pour l'aider. J'ai dû arrêter mes études après le... Non, pas dans les rêves. Je reste consciente, je la regarde bien. Hey. À cause de ça, j'ai arrêté les études en deuxième année. Je n'ai pas pu continuer. J'ai dit à mes parents que c'était trop tôt. C'était trop pour moi. Je vais rentrer au pays. Je pensais que c'était là-bas qui était le problème. Mais quand je suis rentrée, c'est encore plus dosé. Même ici, c'est plus dosé. Tous les jours que Dieu fait. Je suis musulmane, je prie Dieu tous les jours. Mais ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Mes parents ont déjà vu tous les imams. Tous les imams de la ville. Ça, c'est terrible. Wow. Mais du coup, les gars de la police ont fait comment? On t'a innocenté? Oui, après l'autopsie, ils l'ont amené au recteur, l'autopsie de la fille. Là, ils l'ont amené au recteur. Le recteur a réouvert mon matricule et la police m'a remis mon passeport et tous mes papiers. Parce qu'ils ont pris les papiers que je ne peux pas quitter le pays tant que l'affaire là n'est pas claire en fait. Yes. Maintenant, ce que je suis venue demander dans ce live, c'est que qu'est-ce que je dois faire puisqu'elle me dit que le petit garçon, tant qu'elle n'a pas pu trouver les parents du petit garçon pour leur dire la vérité, c'est que elle n'est pas en paix de là où elle est. Et l'enfant qui avait disparu, qu'elle avait enlevé et tué là, l'affaire n'a pas été résolue encore.
la police est sur l'affaire depuis 2018. Ils ont juste trouvé le corps de l'enfant avec son habillement et tout, mais ils n'ont pas retrouvé sa tête. C'est terrible. Il y a Je beaucoup de sais gens qui pas écrivent en quoi faire. commentaire Je là. dois me rendre au Cameroun. Est-ce que tu lis les commentaires qui sont encore écrits là? J'aimerais bien aller voir la police et les expliquer, mais le problème c'est que je suis au Tchad et l'histoire c'est au Cameroun et c'est depuis 2018. Aller dire à la police que c'est ma copine qui a tué l'enfant qui a disparu en 2018 et qu'elle avait donné la tête de l'enfant et elle m'a dit avec les détails précis de ce qu'elle a fait. Et si je donne ces détails-là, je suis pas le Cameroun, c'est pas mon pays. J'ai aussi peur pour ma vie. Oui, justement. Parce qu'en même temps, on va te demander les preuves de ce que tu avances. Et Rosen dit c'est mieux de te taire. Quand tu n'as pas les preuves, si tu peux parler comme ça va être dur pour toi parce qu'ils peuvent même retourner ça contre toi. Si tu n'as aucune preuve, c'est mieux de ne rien dire. En tout cas, c'est mon avis. En plus, elle aussi, elle est morte. Elle est morte. Parce qu'elle est morte, tu ne peux même pas témoigner, on ne peut pas dire oui, c'est elle. Vu qu'elle est morte maintenant, tu sais ce que tu vas parler comme ça, on va se dire peut-être justement l'accuser à tort. C'est un peu ça. Vraiment, je sens vraiment touché. Quand je vois les commentaires, je sens que tout le monde est touché par ton histoire. Hein. Et il y a beaucoup de personnes qui te donnent des solutions en commentaire. Essaye un peu de lire après. Si tu trouves ta solution là, tant mieux. Sinon, merci beaucoup pour ce témoignage-là. D'accord, merci. Merci à toi de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer. C'est normal. Wow. Ça, c'est pas une histoire. Ça, c'est terrible. Bonsoir. Bonsoir DMG, vous allez bien? Très bien. Il y a les écouteurs? Non, j'ai pas d'écouteurs. Ok. Bah moi c'était juste pour vous dire ce que je pense. Bah en fait je suis sénégalaise mais je vis à Paris. Je vous suis depuis. Moi je vivais au Maroc mais depuis que je vous suis, franchement. J'arrive même plus à sortir. Et je vous jure, je suis musulmane, hein, je vous jure sur le Saint-Coran. Tout le temps, je sortais. J'ai rencontré énormément de mecs. Mais depuis que je regarde des DMJ, j'arrive même plus à sortir. Je sors plus, j'ai peur. Je prie, j'ai changé. Grâce à vous. Franchement, on vous remercie. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Franchement, du fond du cœur. Merci beaucoup. Bonsoir, merci. Bonsoir, comment tu vas? Très bien, toi-même. Non, ça va. Bon, moi je suis monté, je vais juste raconter. J'ai deux histoires, je sais pas si je peux raconter deux ou bien une seule. c'est pas trop long. La première d'abord. D'accord. Alors, la première histoire, c'est juste pour conseiller les gens en fait. D'abord, j'appelle depuis les États-Unis. Donc, l'histoire que je raconte s'est passée aux États-Unis en 2016. Non, en 2017. Alors, en 2017, j'avais pris un appartement où je vivais au rez-de-chaussée. C'est-à-dire avec quelqu'un au-dessus de moi. Il n'y avait que 2 étages. Une personne était au-dessus de moi et moi, j'étais en bas. Alors, ce qui se passait, c'était que chaque fois, le soir, le gars qui vivait au-dessus de mon appartement, il faisait du bruit. Je n'arrivais jamais à dormir parce que moi, en 2016, je travaillais à l'aéroport. Il fallait que je me réveille à partir de 4h30 du matin. Donc, je dormais à 20h, 21h. Alors, je constatais que
chaque fois que je vais dormir, si je ne prie pas avant de dormir, dans sa maison, c'est comme s'il y avait peut-être, il vivait seul, mais des gens marchaient dans la maison, c'est comme s'il y avait des chiens, c'est comme s'il y avait peut-être 10 ou 15 personnes qui vivaient dans la maison. Ou bien on pourrait dire que tout le temps il y avait des fêtes et tout. Alors, je suis allé le toquer un soir, j'ai toqué sa porte, il est sorti, je me suis excusé du fait que je l'ai dérangé et je lui ai dit, est-ce que c'est possible vraiment de diminuer le vacarme parce que moi je travaille, je vais me réveiller très tôt le matin, vraiment si vous pouvez faire moins de bruit. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème, c'était un noir américain. Il m'a dit non, il n'y a pas de problème, vraiment, il n'y a pas de souci, je vais m'arranger à ne plus faire de bruit. Je suis descendu et après il avait arrêté le bruit. Et 2 jours après, puisque derrière l'immeuble dans lequel on vivait, il y avait un terrain de tennis et je partais souvent courir dans ce terrain-là. Il était je crois 20 h, je tentais de courir dans ce terrain. Je regarde dans son appartement à travers les fenêtres, je remarquais qu'il y avait des ombres qui défilaient. Je me suis posé la question, mais le gars là, apparemment il vit seul. Mais comment ça se fait qu'il y a des ombres qui défilent comme s'il y a de la fête chez lui, mais il n'y avait pas du bruit qui sortait de l'appartement. Alors ce jour-là est passé, et les jours suivants, il a continué encore à faire ce bruit. Et ce bruit commençait à partir de 21 h, l'heure où je dormais, jusqu'à 5 h du matin. Alors je suis allé au ce qu'on appelle ici leasing office, ce sont les bureaux qui s'occupent des appartements. Je suis allé les interpeller pour leur faire savoir que non, mon voisin du haut il fait du bruit, moi ça me dérange, je dois me réveiller très tôt le matin, donc je dors pas assez le soir. Ils m'ont dit bon d'accord, on va l'interpeller. Chose qu'ils n'ont pas faite. Je suis reparti la 2e fois les voir, ils n'ont pas interpellé. La 3e fois je suis allé les voir, maintenant j'avais apporté une caméra parce que ce soir-là, le gars vers 2 h du matin, il y avait vraiment du bruit dans sa maison. J'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré. Quand j'ai enregistré la vidéo avec le son, je suis allé leur montrer cela. Et c'est là qu'ils ont cru à ce que je disais. Donc ils l'ont interpellé. La toute dernière fois qu'il a fait, je me souviens, il était 2 h du matin, il y avait vraiment un vacarme. Alors j'ai pris un balai, j'ai tapé sur le mur, sur le plafond. Et il a entendu, il est descendu. Quand il est descendu, il a toqué sur ma porte, je suis venu, j'ai ouvert la porte. Il a commencé à gueuler. Il faut savoir ici aux États-Unis, lorsque tu es peu importe ta force, peu importe ce que tu es, il faut éviter de pouvoir rentrer en palabre avec une personne, surtout face à face. Parce que si les gens ont des armes, ils ont des couteaux, ils peuvent te faire du mal. Donc que tu aies raison, que tu aies tort, il faut garder ton calme. Moi j'avais raison, mais il gueulait sur moi. Je suis resté calme. On était devant ma porte. Il a gueulé, mais il avait dit une chose qui m'avait réveillé. Il a dit une chose, il a dit, ça fait 5 ans que je vis dans cet immeuble et j'ai vu beaucoup de gens défiler dans cet appartement. Tu penses que tu es celui qui va résister vivre ici? Quand il a dit ça automatiquement, je me suis dit, moi je pense que peut-être c'est un combat physique, mais je pense que c'est un combat spirituel. Quand il a dit ça, je suis reparti à l'image où je voyais des ombres défiler dans sa maison. Et c'est là que je me suis rendu compte que le gars là, il est mystique. Je lui ai rien dit, il a gueulé, il est monté. Qu'est-ce que j'ai fait? On était, je pense, un mardi. J'ai pris 3 jours, j'ai appelé ma mère, j'ai dit à ma mère, ne me cherchez pas pendant 3 jours. Ne m'appelez pas, ne m'écrivez pas. Ce qui est sûr, je vais bien, mais ne me cherchez pas. Alors, j'ai pris un vendredi, samedi, dimanche, je me suis enfermé chez moi. J'ai jeûné à sec. C'est-à-dire, je priais sans boire d'eau, sans manger, je dormais par terre. Donc, tout ce que je faisais, donc j'ai fermé ma porte de la maison le vendredi à minuit. J'ai rouvert ma porte de la maison le dimanche à 18 h. Donc, je jeûnais, je ne mangeais pas, je ne buvais pas d'eau, je ne faisais que prier. J'ai fait ça la première semaine. J'ai fait passer une semaine. La deuxième semaine, j'ai fait ça seulement 2 fois. J'ai fait ça encore un week-end qui suivait. Et savez-vous quoi? 2 semaines après que j'ai fini ces 2 jours de jeûne, ces deux séances de jeûne là, je revenais du boulot, il était 14 h, j'arrive devant mon immeuble, je vois en train de peindre son appartement. Donc je vais carrément, au niveau du leasing office, je pose la question, mais le gars qui vit en dessus de ce mois là, j'ai vu qu'on est en train de peindre son appartement. Les gars m'ont dit oui, il a déménagé. Et je me comment ça il a déménagé? Ils m'ont dit non, il a déménagé, il a même broke son lit, c'est-à-dire ici quand tu signes un contrat de l'appartement, quand tu signes un contrat, tu n'as pas le droit. En fait, si tu dois couper le contrat là, si par exemple tu as pris un contrat d'1 année et que tu dois couper le contrat au milieu de l'année, ça peut te porter préjudice pour, ça rentre en fait dans ce qu'on appelle le credit score et ça peut te porter préjudice pour tout ce que tu vas faire après. Donc, quand tu ne respectes pas ton contrat, ça rentre dans ton credit score, tu dois aller au tribunal, aller voir un juge, payer de l'argent. Le juge doit être vraiment convaincant pour enlever ça ton credit score. Donc, quand ils m'ont dit qu'il a bloqué son lit, j'ai dit, comment c'est la bloqué? Il a bloqué son lit, on n'a pas compris. Le gars, il n'a pas de problème et tout, il a déménagé, il a dit, vraiment, je me sentais plus à l'aise, il est parti. Je suis rentré chez moi, j'ai remercié le Seigneur, j'ai dit, waouh. Donc, le gars là, s'il m'avait pas dit ce qu'il m'avait dit là ce soir-là, je devais me rendre, moi, je pensais que non, le gars, au fond, le gars dans sa maison, il ne vivait pas seul, il n'était pas seul. Spirituellement, c'était beaucoup de personnes qui vivaient là-bas. Donc, la morale de l'histoire, c'est juste conseiller les gens, lorsque vous prenez un appartement ou une maison, il faut beaucoup prier.
La maison dans laquelle tu rentres, tu ne sais pas. L'immeuble dans lequel tu vas rentrer, peut-être dans ton appartement, tu es bien, mais au-dessus de toi, il y a peut-être un sorcier qui vit là, bien quelqu'un qui fait des fétiches, des pratiques, et ça peut se manifester dans ta vie future. Donc, il faut vraiment beaucoup prier lorsque vous prenez une maison, parce que beaucoup de personnes prennent des maisons, rentrent dans la maison, tu ne pries pas, donc tu rentres seulement parce que c'est une belle maison, tu rentres, mais tu ne sais pas ce que tu vas vivre. Peut-être même à la sortie de cette maison, demain, peut-être tu peux vivre des choses que spirituellement, tu avais été affecté par une personne qui vit dans cet immeuble-là. Donc voilà, ça c'est la première histoire. Je sais pas si je peux rentrer la deuxième. Oui, vas-y, la deuxième. Ok. La deuxième, alors un soir, je devais aller travailler. Je me suis réveillé de mon lit. Il était 2 heures du matin quand je me suis réveillé. Je me suis réveillé de mon lit. Je n'avais plus sommeil. Alors, je ne priais pas. J'ai commencé à réfléchir. Vous savez, des fois, tu fais pas des prières de parole. Tu ne fermes pas les yeux, mais tu parles juste à Dieu. C'est-à-dire, tu dis des choses qui te viennent à l'esprit, seulement comme ça. Donc, moi, je m'étais réveillé à 2 heures, j'avais plus sommeil. Ma femme était à côté. Et je me disais, je tentais de dire à Dieu, ah, donc c'est ça la vie en question. On se lève le matin, on va travailler, on revient, on mange, on fait ceci, on dort, on se lève le matin. Donc, c'est une vie de routine, quoi. Je me disais, mais franchement, c'est quelle vie ça? Tu te réveilles le matin, tu vas travailler, tu reviens. Donc, en fait, je tente de poser des questions à Dieu. Et après, j'ai toute la prière, la seule prière que j'avais faite, c'est que, Seigneur, je te remets cette journée. Je n'ai pas fermé mes yeux, je n'ai pas fait, j'ai demandé à Dieu, je te remets ma journée, bénis ma journée, vraiment protège-moi. C'est tout ce que j'avais dit. Je suis sorti de la maison. Il était 5 heures quand je sors de la maison. Donc, de 2 heures à 5 heures, je n'avais pas dormi. 5 heures, je me suis lavé, je me suis préparé, j'ai pris ma voiture. Quand je sors de chez moi, à côté de chez moi, il y avait une station de service. Donc, je devais mettre le carburant. Donc, j'arrive à la station de service, je mets mon carburant et je me rends compte que mon pneu arrière est dépompé. Donc, il avait plus d'air. Bon, comme ici aux États-Unis, dans les stations-service qui s'appellent gas station, il y a toujours des pompes où tu peux pomper ton air. Pour certaines stations, c'est gratuit, d'autres c'est payant. Donc, tu peux aller, tu gardes ta voiture, tu prends la pompe à air, tu mets l'air sur ton pneu, tu continues. Donc, je me suis dit, bon, d'accord, comme j'ai plus assez d'air, laisse-moi aller à côté là. J'ai pris ma voiture, j'ai fait demi-tour, je suis allé la pompe se trouvait derrière la station. Je suis allé derrière la station. Non, il était 4 heures du matin, excusez-moi. Donc, je suis allé derrière la station. Et j'ai pris la machine, j'ai commencé à pomper l'air. Mais le pneu était tellement faible que l'air qui rentrait n'arrivait pas à gonfler le pneu. Je me suis inquiété, j'ai commencé à me poser des questions, mais comment je vais faire? Il est 4 heures du matin. Le quartier dans lequel je vis, c'est un quartier un peu des blancs, donc c'est un quartier où il y a moins de personnes qui circulent à ces heures-là. Les gens commencent à circuler peut-être vers 6 heures. Et là où je me trouvais, en face de moi, il y avait un croisement, il y avait des feux. Il y avait personne sur la voie, j'étais le seul. Ni à la station-service, ni sur les voies, il y avait personne, il faisait nuit. Je me suis dit, bon, comment je vais faire cela? Parce que il faut que je change le pneu. Le pneu que j'ai ici, les voitures aux États-Unis ici, le pneu de rechange, on vous donne un petit pneu. C'est juste pour vous permettre de rouler. C'est juste, ils font ça pour que vous payez un autre pneu. Donc, j'avais juste un petit pneu. Et moi, je travaille à 1 heure de la maison. Je me dis, mais comment je vais faire? Sans de réfléchir. Je vous cache pas. Ma face s'est retournée vers la station-service. Et vers la station-service, il n'y avait personne. J'ai dirigé mes yeux vers les feux rouges. Il n'y avait personne. Je tourne mon visage là où se trouvait le pneu. Il s'est passé en quelques secondes, je peux dire peut-être 2 ou 3 secondes seulement. Je dis bien 2 ou 3 secondes. Quand je tourne mon visage vers le pneu, je remets mon visage carrément en arrière. C'est-à-dire pour regarder l'arrière de la voiture, je vois un pick-up blanc. Je dis bien un pick-up blanc qui est venu qui a garé carrément. Pick-up blanc, garé, et je vois un gars qui sort de ce pick-up là. Quand le gars sort du pick-up, il vient, il me dit, oh non, bonjour, comment tu vas? Tu vas me prendre avec ton pneu? Je dis oui. Maintenant, moi, dans ma tête, je me pose la question, mais le gars là, il sort d'où? Donc, je me pose la question, le gars là, il sort d'où? Donc, lui, il vient directement, oh, ton pneu, oh, la pompe là, oh, t'inquiète pas, ça règle pas, ça peut pas régler le problème. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Et le gars, dans son pick-up, il avait toute une vulcanisation. Il avait un moteur, il avait des pneus, il avait tout le matériel. Maintenant, moi, j'étais comme un idiot. Il a pris la pompe, il a branché, papa, il a commencé à pomper le pneu. Il m'a même dit, tu sais, j'ai même des pneus ici de rechange, hein. Je peux t'en donner. J'ai dit, non. C'est bon. Après, maintenant, moi, quand j'ai vu son visage, je tentais de réfléchir. Le gars là, je l'ai vu où? Où est-ce que je l'ai vu, le gars là? Je faisais que réfléchir. Le gars là, je l'ai vu où? Lui, il faisait que pomper son pneu. Il pompait mon pneu plutôt. Maintenant, je me suis rappelé 2 mois en arrière. Je dis bien 2 mois en arrière.
J'avais eu aussi un problème de pneu. J'étais dans un quartier, il était 13h. J'étais dans un quartier des Mexicains. Donc mon pneu c'était crevé. Et il y avait un gars qui était arrivé de nulle part dans un pick-up noir. Il était venu, il avait changé mon pneu. Il a changé mon pneu et il m'a même donné sa carte de service que non, j'ai un garage juste à Longue là. Tu peux aller là-bas, si tu as des problèmes, tu peux venir et tout. Je lui ai même dit, oh d'accord, laisse-moi te payer. Il a refusé. Donc 2 mois en arrière, le gars avait changé mon pneu, il a changé mon pneu et tout. Et quand il a changé mon pneu, je voulais donner là, il a refusé, il a pris ce truc, il est parti. 2 semaines après, je suis passé son garage, là, il m'avait indiqué. Je n'ai pas vu de garage, j'ai vu seulement une maison. J'ai pas vu de garage. Je suis rentré dans la maison, j'ai demandé, vous connaissez ce monsieur là? Il m'a dit, non, on le connaît pas. Après, j'ai laissé passer. Donc le jour où le gars est en train de changer mon pneu, je me pose la question, mais oh. Maintenant c'est là où je me rends compte que le visage, c'était le même visage. Mais le gars là, quand il a pompé le pneu, je regarde son véhicule, c'était quand même un véhicule de la mairie. Bon, en Afrique, on appelle ça mais la mairie, mais ici, là, c'est... Ou la préfecture. Mais ici, là, ce sont je sais pas comment expliquer ça en français. Bref, c'est comme une mairie en son fait, ici, là. Donc, le véhicule appartenait genre à une mairie de la ville de Dallas. Donc, quand je regarde, je me dis, mais attends. Après, je lui pose la question, mais qui t'a envoyé? Le gars sourit, il me dit, non. Il me dit, j'étais quelque part, on m'a envoyé venir t'aider. Je vous dis pas, ce jour-là, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule, mon corps tremblait toute la journée. Le gars, il m'a regardé, la souris, il a dit, non, on m'a juste envoyé t'aider, et voilà. Il est monté son véhicule, il m'a dit, c'est bon, si tu veux, je peux te donner un autre pneu. Je dis, non, c'est bon. Il est monté son véhicule, il est parti. Je conduisais pour aller au boulot pendant 1 heure, mon corps, il tremblait au volant. Parce que je m'étais rendu compte de ce gars-là. Je me suis rappelé, c'est le même gars qui m'a aidé 2 mois en arrière. Et je me suis rappelé de la prière que j'ai faite avant de sortir de la maison. C'est là que je me suis dit, oui, Dieu écoute nos prières et les anges de Dieu existent. Et c'est là que je me suis rendu compte que cet homme-là, c'était pas un humain, c'était un ange en fait. Donc c'est juste encore pour encourager les gens à prier avant de sortir de chez vous. Priez beaucoup avant de sortir de chez vous. Confiez votre journée entre les mains du Seigneur. On ne sait pas ce qui va t'arriver dans la route. On ne sait pas ce qui va arriver quand tu vas sortir, quand tu vas franchir la porte de ta maison. Beaucoup sont sortis de la maison, ne sont jamais rentrés chez eux. Donc c'est juste pour vous encourager. Les deux histoires que j'ai racontées, ça va dans le sens de la prière. Tu prends une maison, consacre ta maison, prie. Parce que là où tu vis, même le quartier dans lequel tu vis, tu ne sais pas qui vit là. Aujourd'hui, en Afrique, on a des maisons de gens en colocation. Tu vis dans comme on dit, les cours communes là. Tu ne sais pas ton voisin c'est qui. Donc il faut toujours remettre tout cela entre les mains du Seigneur. Donc voilà, c'est les 2 histoires que je voulais vous raconter. Merci. Wow, merci beaucoup pour l'histoire, Marty. De rien. Tu racontes bien aussi les histoires. Et quand tu as les histoires, tu peux toujours venir quand tu as les histoires. Ah, fallait que j'écoute d'abord pour savoir comment ça se passe. Donc j'ai pris l'expérience. Ça fait 1 année que je te suis, donc j'ai d'abord pris l'expérience avant de monter. Mais encore merci. Vraiment, tu éveilles vraiment les gens. Tu éveilles vraiment. Moi, hein, c'est vous, c'est pas moi. Non, mais c'est toi qui as eu l'initiative, donc on doit te féliciter. D'accord, merci. Ok, tu peux me faire descendre, merci. Bye bye. Avec la qualité, on apprend beaucoup. Hein. Bonsoir, Lisa. Allô? Bonsoir, DMG. Bonsoir, toute la famille. C'est la première fois que je vous montre. Wow. J'espère que vous allez bien. Très bien. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, dans mon pays, dans les années 1970. Dans une ville qu'on appelle Daloa. Alors la ville n'était pas encore bien développée. Moi j'ai la grande sœur à mon père qui avait son champ de café. Elle avait un champ de café et cacao dans la ville là. Les endroits où c'était pas encore développé, elle avait son champ de cacao café. Donc elle avait deux employés, si on peut les appeler ainsi. Ces employés là c'était des gens, on les appelait des Koulongos. Ils sont dans le nord de la Côte d'Ivoire comme ça. Donc ces 2 employés là, ils ont fait au moins plus d'une dizaine d'années avec eux. Et il y a un qui était connu de la famille. Mais le deuxième employé, il y a plus de 5 ans, il ne partait pas chez lui. Donc ma tante, elle était vraiment... Bon, nous on n'était pas encore nés, hein, c'est le vieux qui nous a raconté. Donc ma tante, tout à l'heure, disait, mais toi, tu es chez moi, ça fait 5 ans et tout. Il faut quand même que tu ailles voir ta famille. Je ne connais pas ta famille. Personne n'est jamais venu demander après toi. Tout le temps, il disait, non, madame, c'est pas grave, ce qui est sûr, j'irai en famille. Donc, comme ça, chaque fois, elle insistait.
Et une année comme ça, elle a dit à le deuxième qui était déjà connu de la famille, de l'accompagner dans son village, au moins pour qu'elle puisse connaître sa famille. Donc ils s'en vont, ils prennent le véhicule, ils s'en vont. Et quand ils arrivent dans une sous-préfecture, pour aller de là à lui, son village, c'est une ruelle, on marche 500 mètres, 1 kilomètre. La voiture n'est pas là-bas, donc ils ont garé là, eux ils ont descendu, ils ont commencé à marcher. Et ils marchaient, arrivaient à un lieu précis. Il a dit à l'autre qui l'accompagnait que non, attends-moi ici, je vais aux toilettes, je vais me soulager. Donc lui il était assis, il attendait. 10 minutes passent, il ne vient pas. 30 minutes, ce monsieur-là, il allait accoucher ou bien. Un temps, il y a au moins à 100 mètres, il entendait les cris des jeunes filles qui étaient dans une rivière, faisaient la lessive et tout. Donc lui, il allait, bon, comme il était sur la route, donc il s'est dit, bon, je vais aller m'asseoir un peu avec les jeunes filles là, et en attendant qu'il arrive. Et il allait s'asseoir. Bon, quand elles l'ont vu, tout de suite, elles ont su que c'était un étranger. Il a salué, tout ça, la manchette. Il dit, ah, mais monsieur, vous venez d'où? Il dit, non, je m'appelle, il s'est présenté. Elle dit, mais oui, mais tu es venu chercher quoi ici? Et toi, tu es un étranger? Il dit, oui, je suis venu accompagner un tel monsieur dans tel village. Quand il a dit le nom du monsieur, bon, le monsieur, je l'appelle, celui qui allait faire pipi là, je l'appelle Yakou. Que je suis le collègue de Yakou. On travaille chez une dame à Daloa. Bon, comme ça fait longtemps, il est venu en famille, donc elle m'a dit de l'accompagner. Donc quand il a dit Yakou, les jeunes filles là, elles ont soulevé les habits. Les enfants qui étaient en train de nager, tout le monde a fui la rivière. Il était étonné. Et ils ont pris sa main, on dit, mais ils ont commencé à fuir en fait. Et il y a un parmi eux qui a pris sa main et il les a suivis. Il dit, mais j'attends Yakou. On dit, allons. Ils sont arrivés au village. Le village est au moins à 200 mètres de la rivière. Quand ils sont arrivés au village, c'était l'émeute. Lui, il ne comprenait rien. Il était choqué. Il dit, peut-être que Yakou, il avait volé au village. Et puis il a fui le village. Bon, là, moi, je l'accompagne. Ils vont dire que je suis son complice. Il était vraiment perturbé. Et on l'envoie chez le chef du village. On lui demande les nouvelles. Il s'explique. On dit quoi? Comment il s'appelle? Il dit Yakou. Comment ça, Yakou? On lui envoie sa photo. Il dit oui, c'est lui et tout ça, c'est mon collègue. On travaille dans un champ là, d'une dame à Daloa. Il dit mon fils Yakou, là, ça fait au moins 8 ans qu'il est décédé. La famille de Yakou est venue. C'était l'émeute dans le village. Il était tellement choqué, traumatisé. Il tremblait. Donc il a dormi là le matin. Les gens l'ont accompagné. Il a pris quand il est arrivé dans le campement de ma tante, tellement qu'il était choqué. Quand il a raconté l'histoire, tout le monde était choqué. Donc eux n'étaient pas encore en crise avant. Donc ils ont appelé les marabouts, les fétichistes sont venus faire les rituels pour sanctifier le champ. Et le deuxième là, lui n'a plus voulu rester là dans le champ pour travailler. Elle a dit à ma tante que non, lui vraiment il était tellement choqué qu'il ne peut pas travailler dans le champ. Il va partir. Donc c'est comme ça. L'histoire s'est passée. C'était tellement, tout le monde était vraiment choqué et tout. En tout cas, s'il y a une morale, moi je veux dire que quand tu es un travailleur, il faut chercher forcément à connaître qui il est en fait. Qui il est. Parce qu'on prend des gens comme ça, on ne sait pas qui est qui. Et voilà, on tombe sur des fantômes. Merci beaucoup, DMJ. Merci beaucoup, Lisa, pour l'histoire. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Tout le monde descend. Yo, bonsoir. Bonsoir, DMG. J'espère que tu vas bien. J'espère que ça va. Bonsoir à toute la communauté. Vous me recevez bien? Oui, très bien. D'accord. Je vais raconter des histoires très rapidement. Bon, la première histoire, c'est l'histoire du grand frère, de l'oncle d'un collègue. Et l'histoire se passe dans l'extrême nord de la Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelle Ouangolo. Et là-bas, il y a l'oncle de ce collègue-là qui était très amoureux d'une jeune dame qui apparemment était mariée à un vieillard. Bon, je pense que l'oncle ne savait pas que la jeune dame était mariée. Mais en tout cas, elle aimait bien sa compagnie, elle aimait marcher avec lui, elle aimait passer du temps avec lui. Et puis, le chemin faisant, les choses avançant entre eux, bon, il a demandé à passer aux choses sérieuses, à concrétiser avec la dame. Et la dame trouvait toujours le moyen de refuser
de ne pas céder, tout ça. Donc le gars, il était un peu irrité, il en avait marre, tu vois, je suis gentil, je fais tout ce qu'il faut pour que la femme soit séduite, mais tu veux pas me donner, qu'est-ce qui se passe? Donc la dame, elle aussi, étant fatiguée de tout le temps dribbler le monsieur qui vraiment était gentil, était attentionné avec elle, lui a dit un jour, suis-moi dans la brousse. Donc le gars, il pensait que c'était vraiment le village hein, dans l'ancien temps. Donc le gars, il pensait qu'il allait faire ses petites affaires dans la brousse. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, la dame lui a dit, attends-moi, je vais me soulager. Alors, il a regardé la dame, elle s'est accroupie pour se soulager. Et puis après, elle a coupé des feuilles fraîches pour se Il y a nettoyer. un ventilateur à côté de toi. Allô? Non, le ventilateur est assez loin, mais si tu veux, je l'arrête. C'est Voilà. le vent qui Donc, est au téléphone, là. ok. Donc, la dame a coupé des feuilles fraîches pour se nettoyer comme si elle utilisait du papier hygiénique. Et quand elle a fini de se nettoyer, même pas 2 minutes, elle a montré les feuilles qu'elle avait utilisées pour se nettoyer là au monsieur. Les feuilles avaient séché. Les feuilles sont devenues des feuilles sèches. Et la dame s'est mise à pleurer en lui disant que tu vois pourquoi j'évite tout contact avec toi. Tu vois que les feuilles qui ont touché mes parties intimes ont séché. Mais le monsieur, il a eu la peur de sa vie et il a dit à son neveu, depuis ce jour-là, il est mort célibataire. Hein? Il dit, après cette aventure-là, il a eu peur des femmes. Il a eu peur des femmes. Il ne s'est plus jamais. En tout cas, il ne s'est plus jamais concentré sur une femme. Voilà, ça c'était ma première histoire. Maintenant, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'un de mes oncles qui est décédé aujourd'hui. Son père était le gardien du trône de notre canton. C'est-à-dire qu'il y a le chef du canton qui est là, il est un gardien du trône, qui est celui-là même qui est, si vous voulez, son protocole, son directeur du protocole mystique. Celui-là qui est tellement mystiquement fort qu'il le protège, fait que tous les aventuriers qui vont essayer de s'en prendre à lui, en tout cas de ce côté-là, vont en prendre pour leur grade. Donc le fils de ce monsieur-là, il s'intéressait à une de ses cousines. Bon, il aimait bien la chahuter, il disait qu'il allait l'épouser, tout ça, machin. Mais la cousine, à chaque fois que le gars aborde ce sujet, elle l'agresse, elle l'insulte, elle lui parle mal. Vraiment, un jour, il y a eu une scène entre eux dans le village. Et puis le cousin lui a dit, toi, si tu m'énerves, je vais t'épouser. Ah, il ne fallait pas plus pour que la dame soit dans tous ses états. Elle l'a insulté copieusement, rabaissé au milieu de tout le monde dans le village. Le gars, il n'a rien dit. Il est allé à la chasse un jour et puis il a ramené une pèderie. Et il a dit à la cousine, s'il te plaît, prépare ma pèderie. La cousine a nettoyé la pèderie tranquillement, elle a préparé. Elle a renversé dans une soupière et puis elle est venue donner au gars. Mais après le jour où elle a cuisiné la pèderie, mais la cousine en question est tombée follement amoureuse du cousin. On n'a rien compris. Elle est tombée follement amoureuse du cousin. Elle le suivait partout. Elle dormait chez lui pendant 2 ou 3 semaines. Tout le village a eu le temps de remarquer que qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là? Et finalement, ceux qui s'y connaissaient sont allés voir le gars pour dire pardon, il faut libérer la fille. On lui a demandé pardon, il faut libérer la fille. Dans tous les cas, c'est le fils du gardien du trône. Personne ne peut rien lui faire. Donc, les gens sont allés lui demander pardon pour qu'il libère la fille. Et c'est comme ça qu'il l'a libérée. Et quand elle est revenue à elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne savait même pas qu'est-ce qui se passait. C'est les gens qui lui racontaient dans le village que mais celui-là, tu l'as insulté mais tu allais faire petit foyer avec lui. Hein. Tu as passé au moins 1 mois. Ta mère t'empêchait d'aller chez lui. Tu te disputais avec tes parents tout le temps. Tu étais fourré chez lui. Tu faisais sa lessive, sa cuisine. Tu nettoyais sa case. Tu faisais tout, absolument tout pour lui. Elle ne s'en souvenait même pas. Donc c'est comme ça. Un de ses amis lui a demandé mais qu'est-ce qui s'est passé au juste?
Il dit non, tu te rappelles le jour où elle m'a humilié copieusement au milieu du village. Il dit, je suis allé à la chasse, j'ai trouvé une perdrix que je lui ai envoyé de préparer. Il dit, elle n'a même pas mangé un seul morceau de la viande de perdrix. Simplement la louche qu'elle cuisinait, la louche qu'elle prenait pour remuer la sauce là, elle a mis un peu dans sa paume pour goûter. Ça a suffi pour lui faire l'affaire. C'est dire comment le gars, mystiquement, il était au point. Il dit, elle n'a rien mangé. Elle a remué ma sauce, elle a mis un peu dans sa main pour goûter. Elle a goûté seulement la sauce avec un peu de cumin. C'est comme ça que le gars l'a eu. Et il a fait de ce qu'il voulait. Et puis après, il a libéré. Donc, jusqu'à aujourd'hui, cette histoire-là, les gens la racontent. Voilà, c'était deux histoires. Maintenant, j'ai une autre histoire, si tu veux que je raconte aussi. Rapidement, c'est pas une longue histoire. Alors, on prend une autre personne. D'accord, ça marche. Merci. Ok, merci à toi. Oui. Allô? Ah, Jésus. C'est grave. Bonsoir. Déranger, une petite histoire, je sais pas, mais il y a quand même du mysticisme à l'intérieur. Le truc, c'est un jeune homme. Il vivait avec sa maman, c'est l'aîné du ventre de sa maman. Il a un peu appris dans les difficultés avec la maman, c'était pas vraiment ça. Elle a vraiment aidé, soutenu son fils. Lorsque le fils termine les études, au moment où il s'apprête à rentrer dans le monde de l'emploi, il postule et on l'appelle dans la province de l'Ogooué-Maritime, à Port-Gentil, précisément au Gabon, la capitale économique du Gabon. Il part, il commence à travailler. La première semaine, ça va. Deuxième semaine, troisième. Il commence à avoir des douleurs au niveau du dos. Il appelle sa mère. Il devient de plus en plus douloureux. La mère essaie de faire des prières. Mets-toi en prière, il prie. C'est comme ça qu'un jour, la mère dit, bon, je vais quand même essayer de demander un peu à mes amis qui sont de la province, si elles connaissent quelqu'un chez qui elles peuvent t'envoyer. Il y a une de ses camarades qui lui dit non, qu'il aille rencontrer une certaine dame et tout, soi-disant elle est voyante et tout, parce que là, on a l'impression que ce n'est plus une affaire de l'hôpital, puisqu'à l'hôpital, on ne trouve rien. Le bon jeune homme, il s'en va, il part chez la dame lui fait comprendre que, voilà, en fait, c'est son tantes, mais dans le ventre de son père, son père n'a pas de sœur. Il avait une sœur qui est décédée. Que non, ce sont les sœurs de ton père qui te font ça et tout. Elles sont jalouses parce que tu commences à travailler. Bon, lui déjà, il est perplexe parce qu'il sait que son père n'a pas de sœur. La seule sœur qu'il avait est décédée il y a longtemps. Donc, elle a fait tout son petit baratin. Il a quand même écouté par politesse. Quand il est revenu, il a fait le recours à sa mère. Sa mère a dit, c'est bizarre. Et il était allé normalement pour un contrat, quand même à durée indéterminée. On écoute son contrat. Il revient sur Libreville. La douleur est toujours présente. Donc, la maman essaie d'appeler la grand-mère au village, mais sa grand-mère était très, très croyante. Elle disait une seule chose, moi, je ne veux pas entendre parler des féticheurs, les nganga. Mettez ça dans les mains de Dieu. Moi, je ne connais que Dieu. Depuis que je vous ai élevé, je ne vous ai montré que la voix de Dieu. La voix des autres hommes, là, moi, je ne crois pas trop à ça. Prier, emmène l'enfant à l'église, prier, machin, moi, je me mets en prière. Et quelque temps, la grand-mère décède. Donc, l'aîné de sa maman appelle, il dit non, voilà, je vais consulter un ganga ici. Voilà, il demande à la maman d'envoyer l'argent pour aller voir le féticheur et tout. La maman déjà, sa mère, avant de décéder, avait dit elle ne veut pas entendre parler de féticheur. Elle est un peu... Mais vu que c'est l'aîné, c'est son aîné, et il insistait, elle a dit en tout cas, fais ce que tu veux de ton côté, mais moi, je reste dans ce que maman disait, on reste dans la prière. Mais tout ça, je vous assure, il était devenu... C'est-à-dire qu'à -1, il devait être paraplégique, c'est-à-dire il devait perdre l'usage de tous ses membres. Donc, elle, à un moment donné, elle voyait son enfant... en fait, il ne faisait que se délabrer, quoi. De jour en jour, ça n'allait pas. Un grand garçon qui pleurait, il n'arrivait même plus à aller au sel seul. Sa maman le soulevait pour le mettre sur le toilette, pour le torcher. C'était sa maman qui le torchait. La maman pleurait tous les jours. Donc, c'est comme ça qu'un jour, elle dort, elle priait. Elle a prié la nuit, elle dormait. Elle pleurait en même temps sa mère. Elle a prié, elle a dormi. Lorsqu'elle dort, elle fait un rêve où la maman vient. Dans le rêve, elle parle en langue.
Elle dit, tu es vraiment têtu. Je vais donner le nom de la maman, exemple Claudine. Claudine, tu es têtu. Je vous ai dit, priez. C'est Dieu qui a la solution. Tu as quel problème avec les histoires de féticheurs? Je vous ai dit de ne pas toucher à ça. Je vous ai demandé de prier. Dieu va t'ouvrir, Dieu va te montrer le chemin. Prie. Lève-toi et prie. Elle a giflé sa fille dans le rêve. Giflé. La fille a commencé à pleurer. Mais maman, pourquoi tu me tapes? Elle dit que je te tape parce que tu es têtu. Moi, je te dis, le chemin à suivre, c'est Dieu. Prie. Arrête de suivre ce que ton frère te demande de faire. Aller chez les Nganga, ce qu'il est en train de faire, c'est des conneries. Prie. Donc, dans le rêve, elle s'est réveillée en sursaut. Mais maman est décédée il y a de cela 1 mois. Comment elle vient dans mon rêve, elle me tape et elle insiste. Bon, ok. Elle a fléchi ses genoux. Quand elle fléchit ses genoux, elle commence à prier, prier, prier que Seigneur. Je ne connais pas les Nganga, maman nous a interdit, mais mon frère insiste. Maintenant qu'elle est venue dans mon rêve, montre-moi ce que je dois faire. C'est comme ça que le lendemain, elle se réveille. Voilà une amie qui l'appelle. Mais tu m'avais parlé de ton fils qui a un problème, qui est malade, non? Oui. Mais je connais un très bon neurologue. Va à tel endroit, il consulte tel jour. La maman prend le fils, elle part. Quand elle arrive, le monsieur regarde le jeune homme. Il pose les questions au jeune homme, il fait les examens. Donc, dans les premiers examens qu'ils avaient d'abord fait, on avait dit que c'était les calculs rénaux. Quand il fait les examens, il a dit, il n'y a pas de calculs rénaux, le monsieur va bien, il n'y a pas de souci. Il dit, ok, on va faire d'autres examens, mais comme je n'ai pas les appareils adéquats ici, on va aller, comme ici c'est ma petite clinique, on va aller dans le CHU. Ils arrivent au CHU, ils font des examens. Le lendemain, ils trouvent la maladie. Donc, c'était la tuberculose osseuse qui s'était mise entre la colonne vertébrale. Il a crié, il a dit à la dame, vous avez eu la chance. Parce que je vous assure, cet homme, ce monsieur, au bout de 2 semaines, 3 semaines maxi, il devait devenir paraplégique. La maman a commencé à pleurer. Il a dit, vous ne pleurez pas madame, ça va aller. Mais, comme on dit toujours que les médecins en 4 yeux, ça c'est pas faux, je suis sûre. Parce qu'il dit quelque chose à ma mère, il dit, bénissez, il faut vraiment bénir le Dieu qui vous a emmené ici. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui est venu, vous avez fait un rêve et il y a quelqu'un qui vous a emmené vers moi, mais il faut vraiment bénir le Seigneur. Restez en prière, il n'y a rien, tout va bien se passer. Ma mère tique, elle dit, ah. La maman tique en fait, elle dit, ah. Elle part, il dit non, vous ne pouvez plus rentrer avec le monsieur, votre fils. On va directement le garder ici. On va faire l'intervention. Au plus vite parce que là, la tuberculose est déjà en train de broyer la colonne vertébrale et là, c'est plus bon. La maman pleure. Il dit non, ne pleurez pas. Madame, au lieu de pleurer, continuez à prier. Le Dieu que vous avez prié, là, continuez à l'invoquer. Ma mère appelle les parents parce que c'était une intervention d'urgence. Il fallait de l'argent et tout. C'est comme ça qu'ils appellent. Elle appelle les parents disent, mais c'est trop précipité, comment on va faire? Débrouillez-vous, trouvez l'argent, il faut qu'on fasse l'intervention. Et c'est comme ça qu'ils ont fait l'intervention. Quand le médecin sort avec le sourire, il dit, madame, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, je vous assure qu'il vit, il arrive à... Déjà, au départ, lorsqu'on a fini de faire l'intervention, il a dit, avant de faire l'intervention, il disait que c'était très risqué, mais restez en prière. N'abandonnez pas jusqu'à ce que je sorte. Priez, madame. L'intervention a duré près de 5 heures de temps, madame. La maman ne faisait que prier, prier, prier. C'est quand elle a vu le médecin sortir, avec le sourire, elle a dit c'est bon. Mais il n'est pas encore sorti d'affaire. Continuez à rester dans la prière. Donc on l'a observé, il n'arrivait plus à bouger les membres, les mains et les pieds, il ne bougeait plus. La tête, il ne bougeait plus. Il ne pouvait que clignoter des yeux. Le médecin a dit non, ça ne va pas. Il retourne encore au bloc. Il dit madame, priez. Parce que je vous assure que ce que je vois là, c'est pas bon. La maman se met encore à prier, il retourne au bloc. Et là, quand il ressort, il dit là, c'est bon. Il a parlé au jeune homme, il dit vraiment, il faut prier. Parce que ce que vous êtes passé par là, je ne peux pas vous dire ce que j'ai vu, mais ce dont vous êtes passé par là, ce n'est pas une maladie ordinaire. Et là, et c'est comme ça qu'elle explique que, il y a mon frère qui voulait, il a dit non. Et heureusement, vous n'êtes pas parti. Ou votre frère vous avait demandé d'aller, vous êtes allé dans la voie de Dieu. Parce que ce qui devait se passer, vraiment, ça devait être une autre chose. On ne devait pas parler de ça aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il va bien. Aujourd'hui, il travaille dans une grande boîte. Il est bien placé et tout. C'est comme ça que
La maman, je peux dire, qu'en morale de l'histoire, c'est que lorsqu'on a un souci, lorsqu'on a un problème, vraiment, si tu es chrétienne, remets la vie entre les mains de Dieu. Si tu aussi dans les trucs traditionnels, si c'est ce que tu as choisi, vas-y, mais quand même rester focalisé. Si tu es chrétienne, reste sur la voie de Dieu. Donc, vous avez vu que si la maman déjà, la grand-mère de son vivant avait dit, elle ne veut pas entendre parler des Nganga. Elle c'est Dieu. Et elle décède. Il a fallu qu'elle vienne gifler sa fille dans le rêve, parler à sa fille, tu es têtu, là où tu veux aller, c'est pas bon. Que sa fille se réveille le lendemain en la paix. Donc vraiment, j'incite les gens à vraiment prendre Dieu au sérieux. Dieu existe vraiment, Dieu est fidèle. Et il est bon. Donc c'est un peu ça. Bon, on ne sait pas si c'était un problème spirituel, un parent qui est passé par là ou pas, mais bon. Donc c'est un peu ça, mais ça va. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, c'est un peu lui qui s'occupe de ses petites sœurs, de ses petits frères, parce qu'ils n'ont plus de père et tout. Donc on se dit que peut-être quelqu'un voulait passer par là parce qu'il savait que c'était lui qui allait aider sa maman et également ses frères à sortir de la misère. Donc c'est un peu ça. Merci. Bonsoir DMG. Bonsoir chef. Comment tu vas? Très bien, toi-même. Tranquille. En fait, moi, je te suis, ça fait un moment. Je ne sais pas si mon nom te dit quelque chose. J'ai déjà eu à t'envoyer des histoires par mon WhatsApp. Alors là, j'ai une histoire là. J'ai une histoire à te faire part. Une histoire qui s'est passée récemment. Ça s'est passé dans mon quartier. En passant, je vais d'abord donner un conseil à tout le monde, que ce soit les hommes tout comme les femmes, de faire attention car le dehors-ci est compliqué. Alors, je suis au Congo-Brazzaville. L'histoire s'est passée dans mon quartier. Donc, je vais taire le nom. C'était une dame qui était auparavant une dame mariée, en tout cas bien dans son foyer, une dame posée. Maintenant, la dame, étant dans son foyer, avait une copine. Elle avait une copine, la copine était mariée à un colonel. Et la copine, vraiment, ça faisait un bout de temps que ça n'allait plus avec son mari. Donc, du coup, elle a fait recours à sa copine. À son ami dire que, bah, vas-y, moi, j'ai des problèmes avec mon mari. En tout cas, je n'arrive plus. C'est sa copine qui dit que, mais tu dis que ça ne va plus avec ton mari. Moi, je connais quelqu'un, je peux t'emmener quelque part. Voilà comment elle emmène sa copine quelque part. Quand elle emmène sa co quelque part, le marabout dit, ok, on va faire donc le travail pour faire en sorte que ta femme puisse s'asseoir et ton mari puisse s'asseoir, qu'il reste docile, qu'il ne voit que toi, qu'il ne sort plus. Le marabout, il tente un truc là, en tentant la chose, il reçoit un coup, on le foudroie. Le marabout tombe, il dit, ok, mais c'est quoi le truc aussi? Il se relève. Quand il insiste encore, il tombe pour la deuxième fois. Quand il tombe pour la deuxième fois, les deux femmes sont là assises, donc sa collègue qui l'avait emmené et la femme là. Donc ils étaient trois, le marabout, les deux dames. Donc ils faisaient le travail où chez la dame là, chez la dame qui est mariée à un colonel là. Et la dame remarque que le marabout ne fait que tomber. À la troisième fois, quand le marabout a insisté, il a dit non, l'affaire, si je ne vais pas laisser ça moi-même, j'insiste, je teste le truc pour qu'on puisse contrôler le gars. Puisque le gars, il n'était pas là, il était, on va dire, il était affecté quelque part, en mission de service. Je rappelle encore que c'est un colonel. Donc, le marabout décide alors maintenant de partager, on va dire, de partager sa sentence avec la dame qu'il avait présentée à la femme du colonel. Donc, quand la chose s'est répétée, en ce moment-là, le marabout était comme mis de côté. Donc, il avait échangé sa place avec la femme la femme qu'il avait apportée, la femme du colonel. Donc, la femme qu'il avait présentée à la femme du colonel. Et voilà comment la femme du colonel tombe sur place. Et en tombant, puisque le coup était tellement fort spirituellement, quand elle tombe, eh bien, elle chie sur place. Elle est morte sur place. La femme du colonel et le marabout enfouis. Et après investigation, quand elle arrive quand même à revenir sur elle, à décider de faire connaître la vérité, donc elle est partie voir la femme, la famille de sa collègue qui est morte, dire que non, si X est mort, c'est parce que
elle a voulu m'accompagner quelque part pour que je puisse faire des trucs concernant mon mari, pour que mon mari puisse rester qu'à moi, que mon mari ne puisse que me calculer. Mais vu que ça n'a pas marché, elle est tombée. Et voilà pourquoi vous avez vu, elle est morte. C'est là où ce que maintenant, l'histoire n'est pas finie. Le mari de la défunte et la famille du mari de la défunte se sont rendus compte qu'en fait, leur enfant qui est devenu veuf, s'il était tout le temps attaché à sa femme, c'est parce que sa femme avait eu à faire des trucs spirituels sur lui, parce que le monsieur, le mari de la défunte, était un homme tellement docile, il ne sortait jamais de la maison sans dire à sa femme que chérie, je vais quelque part. Il était toujours attaché à sa femme. C'est là où les gens du quartier, même sa famille, ont compris que elle aussi, elle avait dû faire quelque chose sur le gars. Voilà pourquoi le gars était vraiment éperdument amoureux de la femme. Et donc, quand le colonel il revient, vu que le colonel aussi de là où il était, il avait compris qu'il y avait quelque chose qui ne passait pas. Le colonel, c'est là où le colonel dit, mais vous pensez que c'est tout le monde qu'on touche. Moi, on ne peut pas me faire, en fait, on ne peut pas me faire les choses qu'on fait ici dehors. Non, on va vouloir me goisser ou on va vouloir m'attacher quelque part. La personne qui le fait, ça lui revient automatiquement. Donc, c'est comme en quelque sorte un retour à l'envoyeur. Donc, quand ils ont essayé de le faire, bah, la chose qui me protège les a foudroyés autant de fois qu'ils pouvaient tenter de le faire. Voilà comment la dame qui avait amené sa copine chez le marabout est morte plutôt. Donc la dame, elle est morte, une dame très intelligente, en tout cas distinguée dans la société congolaise, mais voilà. Elle vient de partir, on l'a enterrée là, et le mari ne revenait pas à croire que lui aussi, il était victime de ces choses-là, que sa femme faisait. Donc c'était un peu ça, l'histoire qui s'est passée récemment, ici à Brazzaville, dans mon quartier. Merci beaucoup pour l'histoire.